Non, tu es un music analyst ou un data Yes, analyst? Ou les deux? les deux, les deux. Je suis en train de devenir un data Tu analyst. travailles pour quelle société en ce moment? Ah, direct. Ah, bah, quand. Bah, en ce moment, je travaille dans maison de disques, Ok, donc chez Warner Music. Mais bon, ce d'accord. soir, je parle pas au nom de Warner Music, hein. Je parle Of course. en mon Ton nom nom propre. propre, en Mhm, tant que Mark Evan, de Music Data Nerd, comme tu connais. mhm, Et, et aussi, voilà, donc ce que je fais, c'est de l'analyse musicale. Donc souvent, ouais. ce qui est lié à la tech et la musique. Donc je partage toutes mes analyses ou même des insights ou encore comment dire, des éléments d'information sur toutes les évolutions en tech autour de la musique, les conséquences, et etc., etc. Voilà. Donc, je suis un Et donc, passionné de musique et aussi de données. de données, ouais. De- Des données. et donc, quels sont les différents. On va recommencer du début, hein. Mais Ouais. quelles sont les différentes données que tu utilises pour pouvoir analyser justement, c'est-à-dire par exemple, quand tu bosses pour une maison de disques, quelles sont les données qui les intéressent, c'est-à-dire l'âge des auditeurs, les trends, des choses qui fonctionnent ou pas, ou c'est quelles sont les différentes données sur lesquelles tu t'appuies. En fait, j'ai pas de données, genre spécifique. Mhm. Tout dépend de ce qu'on a, en fait, des données publiques. Donc, Ok, qui vont être s'il y a de la démographie. La démographie, est pas une donnée publique. C'est vraiment une d'accord, donnée interne. Par exemple, toi, tu as ton Spotify, tu peux connaître ta démographie de ton auditeur, de ton audience, avec tout ce qui comporte ville, etc. Mais c'est pas des données que Spotify va mettre ou YouTube va mettre à disposition de tout le monde. Donc, ces données-là ne sont pas accessibles. Ce qu'on a, ça va mais être si comme quand tu bosses pour un Warner Music, par exemple, eux, ils ont accès à ces données via leur Spotify for Labels, puisque j'ai aussi un Spotify for Labels, donc j'ai accès à... Ouais, ouais, ils ont accès à leurs données. Après, moi, je travaille pas dans ce domaine-là D'accord, c'est où, pas un truc démographique qui t'intéresse, c'est plus... voilà, moi, je suis plus sur les trends de marché, etc. Moi, ma spécificité, ce sont les trends, les évolutions, donc ce qui va venir après. Donc, c'est plus D'accord. des analyses de marché pour essayer de parler de ce qui va venir, à quoi il faut se préparer et comment, en tout cas, actionner des choses. Donc, quand tu parles de trends, en tout cas, de label et tout, ce que toi Mhm. tu as, c'est des choses qui sont liées aux artistes qui sont déjà signés. Donc ça, c'est un Exactement. autre job. Ça, c'est vraiment du travail de data analyst pur, Mhm. qui va lui, avec les algorithmes, data scientist aussi, qui va lui utiliser toutes les données qui sont envoyées en brut, donc vraiment par Spotify et par toutes les plateformes, et voilà, sortir des corrélations, sortir énormément de données très enrichies. Et moi, je travaille plus avec des données de marché quand même, des données que tout le monde peut voir. Alors, à quoi ça sert un music data analyst dans une maison de disques? C'est juste une personne qui sait, qui sait lire les chiffres, en tout cas les interpréter, parce que lire les Mhm. chiffres, tout le monde peut faire, Ouais. analyser, faire des corrélations, comprendre son marché et être aussi à un niveau où on peut projeter, voilà, projection de plusieurs tendances qui vont venir en fait. C'est un peu Donc, ça. est-ce que par exemple, ils peuvent utiliser les données que tu vas leur donner pour se dire, par exemple, bon, l'année prochaine ou cette année, on signe pour l'année prochaine des chanteurs de reggaeton parce qu'on sait que voilà le trend d'ici 6 mois, ça va être le reggaeton parce que telle et telle chose montre. C'est un truc comme ça. Ça peut être ça, mais comme Mhm. je te dis encore, ça c'est plus un autre travail que le travail de la direction artistique. Ok. Donc là, quand on parle de signature, donc c'est encore des données où j'ai pas accès. C'est beaucoup de données sensibles et tout. Donc, Mhm. donc je peux pas vraiment m'exprimer comme ça de Of course. manière, yes. Donc, ça peut arriver. C'est des choses qui, en tout cas, même un label, hein, quand tu montes ton label
et que tu sens quelque chose qui va venir, c'est les GOT. T'as tes GOT et c'est des choses que tu sens par tes tripes. Et après, aujourd'hui, ce qui va être facilité, c'est vrai que tu vas avoir des données tangibles. Si tu suis un artiste depuis un an et que tu vois qu'il y a une progression, tu n'as pas besoin d'être un magicien pour comprendre que il y a plus de personnes qui le suivent, il a plus de vues sur chaque sortie, etc., etc. Donc il y a quelque chose à faire. Après, au niveau du genre, quand même, c'est compliqué parce que là, tu parles de reggaeton, donc tu te bases sur quelque chose qui va être fait par plusieurs artistes. Mhm. Donc, tu Ou le peux marché trouver en général. Hein. ou le marchand. Oui, oui, bien Moi, sûr, bien sûr. j'ai tendance à m'appuyer quand je fais mes stratégies sur un mélange de, de ce que je ressens dans l'air, de ce que je ressens dans les discothèques quand je mets le nez dehors, les données de mes propres données, puisque moi, je tape dans tous les genres tout le temps. Donc, non seulement dans mes données à moi, mais aussi dans les données. Par exemple, je suis le Spotify Engineering Blogs où il y a des choses intéressantes qui racontent sur comment il- avec toutes les données de tout ce qui est lu à droite à gauche, comment il crée des modèles qui sont intéressants à regarder. Et je regarde aussi parfois le top 100 mondial, ou alors je regarde les top 100 des différents pays pour me dire, tiens, voyons voir par exemple, si je prends la Suède, par exemple. C'est quoi le top 100 en Suède? Est-ce que c'est la même chose que les États-Unis? Parce qu'il y a des pays qui suivent les États-Unis aveuglément. Et puis, Mm. tu vas dans d'autres pays, tu vas voir que eux, ils vivent leur life musicalement, artistiquement. Ils écoutent des groupes qu'on ne connaît pas forcément. Ou même parfois, je suis dans un hôtel, par exemple, quand je suis parti accompagner ma femme faire ses dents en Turquie. Bon, le soir, moi de toute façon, à part filmer parce que c'était une collaboration avec la clinique, moi j'étais venu pour filmer, faire le vlog. Et le soir, quand elle s'endormait, moi j'étais, voilà, je regarde. Parfois Tu écoutais ce qui se passait. Donc j'allume la télé turque. Wow. Je commence à regarder au début, j'avais regardé un film tout en turc d'ailleurs la dernière fois. Pour te dire, à la fin du film, je criais Allahu Akbar, ouais, allez-y. C'était un truc sur tu sais, sur les. Je sais même pas c'était de quelle époque ils parlaient, mais c'était des gars qui, voilà, pour la Turquie, repoussaient les chrétiens. Donc c'est intéressant comme le même film aurait été fait en France, aurait été complètement l'inverse aux États-Unis, mais là c'était plus eux vraiment qui étaient en train de repousser l'envahisseur, quoi. Et donc à la fin, tu sais, ils font la prière et puis après ils font tomber les drapeaux des croisés et puis ils mettent les drapeaux avec les inscriptions musulmanes et puis ils commencent à tous crier Allahu Akbar. Et même moi dans le film, je regarde, je dis voilà. C'est parce que tu vois, c'est-à-dire la propagande elle marche, elle marche. Et donc quand le film s'est terminé, je commence à regarder la musique. Et c'était très intéressant la musique qui marchait en fait là-bas. Parce que moi j'avais laissé les Turcs avec Tarkan, qui était le seul Turc d'ailleurs qui a eu un tube en France, avec Kiss Kiss, il y a au moins 15 ans. Et là, on était dans une musique qui était très... Tu sens un peu le reggaeton, un peu, qui est le rythme qui fonctionne un peu partout. Ça, c'est devenu de la pop presque même. Mais tu avais un côté très électro et c'était intéressant de voir comment eux, justement, et qu'est-ce qui marchait et puis qui sont les artistes. C'est intéressant de regarder une chaîne de télé où pendant 2 heures, tu connais personne. Moi, je trouve ça très enrichissant artistiquement, en fait. Oui, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Hello, Elicia. Elika, ouais. Ça Elika, pardon. Joël aussi. Salut Joël. Hello. J'ai cru que Elika avait fait exploser la connexion. Ça frisé, ouais.
une Non, mais question. Ouais, vas-y. je voulais dire, ce que tu dis est intéressant dans le sens où tu vois ce que tu as fait, tu as eu de la donnée, mais tu n'as pas utilisé de la data, genre, comme on l'entend aujourd'hui, avec des chiffres ou des algorithmes. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. En fait, la data, elle existe depuis tout le temps. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, on parle de data, mais en fait, le fait d'avoir de la donnée dans la musique, c'est quelque chose qui existe depuis que la musique existe, je pense. En tout cas, depuis que le business existe. Parce qu'aujourd'hui, Ouais, depuis un moment, depuis que le Billboard est là, il y a des classements, ouais, il y a un nombre de ventes, il y a un volume de ventes, il y a, etc., etc. Et aussi, imagine, tu as un directeur artistique qui part en soirée pour découvrir un artiste qui fait un showcase et tout, qui guette depuis un moment. Bah, sa donnée, ça va être la réaction du public, le nombre de personnes qui se sont déplacées pour un artiste inconnu, etc., etc. Donc, ça va être de la donnée tangible, ça va pas être de la donnée comme on l'entend avec un truc Excel ou bien un tableur, mais ça va être de la donnée réelle. Comme ce que tu as fait de la curation et tu t'es mis à comprendre ce qui se passait avec le nombre de clips en rotation. Tu as dû retenir un ou deux artistes et le style, le genre. Donc, je suis souvent, même allé sur leurs j'ai au- Instagram voilà, voilà. Donc, souvent, pour la voir donnée s'ils n'est avaient. pas, Tu sais, je regarde parfois, alors c'est très intéressant, excuse-moi de te couper. euh, Un truc que ouais, je fais très souvent, c'est que quand je découvre comme ça des artistes, je vais sur leurs Instagram pour voir combien de followers ils ont. Et ok. s'ils ont moins de followers que moi, et aussi sur Spotify, s'ils ont moins de monthly listeners que moi, j'envoie un message privé en disant hey, Et faisons ça marche un. à chaque fois? Ça dépend des fois. Il y a des fois, très souvent ça marche. Hein. Aujourd'hui, quand tu as 300 000 personnes qui t'écoutent tous les mois comme moi, quelqu'un qui a 50 000 personnes sait que en vérité faire un titre avec moi, c'est plus bénéficiaire pour lui que pour moi, puisque moi il va m'amener 50 000 auditeurs qui sont les gens que son release radar va propulser le morceau, Oh, mais moi c'est yes. 300 000 personnes que j'amène avec moi. Donc c'est pour un artiste, bon, j'essaie de toujours trouver des gens qui font plus ou moins le même chiffre que moi, mais parfois, je me dis toujours, tu peux tomber sur le J Balvin de demain en prenant quelqu'un qui a 50 000 personnes et en disant, viens, on fait un échange, tu vois, on fait un titre, on fait deux titres ensemble, un c'est à toi, tu le sors, l'autre c'est à moi, je le sors. Et quand eux explosent et deviennent, comme ça peut arriver en Colombie très rapidement, ils se retrouvent avec 400 000 ou 1 million de monthly listeners, bah, le catalogue que tu as créé avec cette personne explose en même temps que lui. Donc ça, c'est des stratégies que j'appelle les posages de mine. Et ça, j'aime bien faire quand je vais dans d'autres pays. Je regarde un peu qui... Et puis aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes et il y a tellement de Énormément. concurrence que les gens ont tendance à tous chercher à exister. Donc quand ils tombent sur quelqu'un qui a déjà un certain nombre de personnes, voilà, donc tu peux tomber sur le prochain Burna Boy ou le prochain J Balvin ou le prochain Justin Bieber comme ça. Et en plus, il se peut que quand ils explosent, ils t'oublient pas forcément. Ok.